Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros para cerrar esta edición a través de esta mañana. Y bueno, ayer fue una jornada bien intensa, bien larga, donde pudimos oír la multiplicidad de muchas voces, de imágenes, de cuerpos. Y esta mañana arrancamos con dos mujeres, con una cómplice sin duda de este proyecto que es Anne Proutot, a quien agradecemos un año más que nos acompañe y que nos guíe en la lectura de Camus en torno a esa idea del verano invencible, ¿no?, que es el que hemos intentado colocar a través de las diferentes voces, a través de las diferentes actividades en cada una de nosotras y que sin duda pues, nos explicará mejor en qué consiste ese verano. Y la acompaña también la escritora Kauter Adimi, cuya escritura se caracteriza por una profunda exploración de la identidad, la memoria, la resistencia cultural, una escritura que trata de iluminar las complejidades de la existencia humana y de descatar la importancia también de la cultura, de la literatura, como esas formas de resistencia y de afirmación de la dignidad humana. Para mí su compromiso con la literatura como esa herramienta de reflexión y de crítica social la sitúa en una tradición literaria que, al igual que Camus, pues busca iluminar las sombras de la sociedad y fomentar una comprensión más profunda de la condición humana. Con ellas dos os dejo y arrancamos esta mañana. Je commence. Alors, même si, bonjour à tous et je suis très heureuse vraiment de revenir à Minorque chaque année, de bénéficier de cette lumière. Et je remercie beaucoup Miguel, Sandra et toute l'équipe pour l'accueil chaleureux et la joie de participer à de tels moments. Alors, même si on n'a pas lu l'œuvre de Camus, on connaît cette formule de l'été invincible. La phrase, dans son intégralité, est la suivante. « Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. » Camus est un artiste, c'est ainsi qu'il aimait se dénommer, et c'est souvent à travers la création d'images poétiques, qu'il a aimé transmettre des éléments de sa vision du monde. Alors pour en parler, je vais m'appuyer sur deux grands essais de Camus, Noces et L'été, donc d'où la citation est extraite. Alors je vous propose de revenir ensemble à l'origine de cette image. Il faut d'abord retourner à l'un des premiers textes de Camus, Noces, qui est paru en 1938 chez l'éditeur Charlot, Edmond Charlot, sur lequel Kauter a imaginé un très beau roman qui s'appelle Nos richesses. Un clin d'œil au nom de la librairie de cet homme, Charlot, qui a fait beaucoup pour la vie intellectuelle et artistique algérienne. Alors, dans Noces, il est d'abord question de Tipaza, cette ville romaine qui plonge dans la Méditerranée, qui est située à 70 km d'Alger. Camus écrit qu'il s'y rend chaque dimanche, il se promène face au mont Chenois, il se perd dans les odeurs des fleurs, de la végétation. Il se baigne aussi. C'est un paysage qui est surchargé de richesse, de beauté, et c'est vraiment, Tipaza, un écrin pour ses réflexions. C'est là qu'il prononce cette phrase qui est inspirée de saint Augustin. « Je comprends ici ce qu'on appelle gloire, le droit d'aimer sans mesure. » Et aujourd'hui, si on se rend à Tipaza, on peut découvrir cette stèle, une stèle de pierre sur laquelle cette phrase est gravée. Elle rend compte d'une expérience d'être au monde, de ferveur, d'exaltation. Et comme l'écrit Camus, il aime sentir le jus doré du monde couler sur ses lèvres. Il a 20 ans. Il est fier de ce bleu, de ce jaune du soleil. Ce n'est pas toujours facile de retrouver sa mesure profonde, écrit Camus, mais à Tipaza, il se sent proche de lui-même, il se sent lui-même. Et en même temps, toujours conscient de sa précarité, de sa fragilité, de cette médaille qu'est la vie, qui comporte une face en droit, une face en vert, lui-même étant
vraiment tourné vers la quête du bonheur, mais en même temps ayant connu la grande pauvreté, traversant la maladie, la tuberculose, il témoigne en fait de cette double expérience contradictoire du monde. Donc Tipaza, on le sait dès ce premier texte, c'est le lieu qui donne du courage, le lieu où on reprend des forces, un lieu qui porte en lui des possibles. La formule « été invincible », elle apparaît donc plus tard, beaucoup plus tard, dans le recueil intitulé « L'été », qui est publié en 1954. Albert Camus, dans une sorte d'introduction à l'été, qualifie ce recueil de solaire comme l'été des Janos. Donc, c'est-à-dire que Camus fait toujours le lien entre ces deux ouvrages très courts. Et d'ailleurs, dans l'édition française Folio, souvent vous les trouvez ensemble, Noces suivies de l'été. Si vous avez envie de les acheter, ils sont vraiment très très courts. Et il dira aussi qu'il y a un fil d'or qui rattache Noces à l'été. Et à propos du titre de l'essai, L'été, un des amis de Camus qui s'appelle Claude de Fréminville, écrit qu'il s'agit peut-être d'exprimer la saison essentielle de la Méditerranée, l'été, vers quoi Camus se tourne, mais aussi peut-être l'été comme la saison de la vie qui est celle de Camus désormais, quand il revient à Tipaza en 1952. Et effectivement, dans Retour à Tipaza, donc c'est le 7e texte de l'été, où il sera question de l'été invincible, c'est le retour d'un homme, d'un narrateur qui a vécu, d'un homme qui a vieilli, d'un homme qui n'a plus 20 ans. En effet, le voyage à Tipaza, dont il rend compte, s'est passé cette fois-ci en décembre 1952. Camus a presque 40 ans. Donc 40 ans, évidemment, pour moi, ça me semble très jeune, mais une étape est déjà franchie. Et c'est un texte, Retour à Tipaza, qui montre vraiment le passage du temps. Et quand il revient à Tipaza, Camus a traversé beaucoup d'événements personnels, le départ de l'Algérie, l'entrée dans le milieu intellectuel parisien, la grande notoriété avec le succès de L'étranger, puis celui de La Peste, une certaine reconnaissance dans le milieu théâtral et aussi dans le journalisme. C'est fou tout ce qu'il a fait à travers la revue Combat. Et puis, en 1951, la sortie de L'Homme révolté, avec la grande rupture avec Jean-Paul Sartre, qui va le laisser très amer, très désabusé, très triste. Donc, quand il revient à Tipaza, en décembre 1952, il a fait l'épreuve de la vie et continue de faire face à l'adversité. Alors, dans Retour à Tipaza, il choisit comme épigraphe, comme citation du démarrage, une citation de Médée d'Euripide. « Tu as navigué d'une âme furieuse, loin de la demeure paternelle, franchissant les doubles rochers de la mer, et tu habites une terre étrangère. » Donc c'est une citation qui est comme un prélude, qui suggère le sentiment d'exil que Camus rencontre très tôt. Le retour à Tipaza, c'est un retour aux sources, c'est un retour à la mer natale. Et dans ce texte, donc, il résume d'abord les expériences de jeunesse présentes dans Noces, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis, c'est le registre de la déception qui domine, parce qu'il découvre une ville qui est boueuse, parce qu'il a beaucoup plu les jours précédents. Il découvre une ville qui est désormais entourée de barbelés, qui ne correspond plus du tout à l'éclat du passé, mais soudain, le miracle s'accomplit. J'écoutais en moi un bruit presque oublié, comme si mon cœur arrêté depuis longtemps se remettait doucement à battre. Donc, malgré le temps, malgré les vicissitudes de la vie, ce lieu n'a rien perdu de sa fraîcheur et agit comme une source d'inspiration, comme une source de joie inépuisable. Et je cite le fameux passage « Je retrouvais ici, donc à Tipaza, l'ancienne beauté, un ciel jeune, je mesurais ma chance. Comprenant enfin que dans les pires années de notre folie, le souvenir de ce ciel ne m'avait jamais quitté. C'était lui qui, pour finir, m'avait empêché de désespérer. J'avais toujours su que les ruines de Tipaza étaient plus jeunes que nos chantiers ou nos décombres. Le monde y recommençait tous les jours, dans une lumière toujours neuve. Ô lumière !» C'est le cri de tous les personnages placés dans le drame antique devant leur destin. Ce recours dernier était aussi le nôtre, je le savais maintenant, au milieu de l'hiver. J'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Alors, l'été invincible, ce n'est pas du tout l'été tout court. C'est un été qui porte en lui le combat, la conquête, un acte d'une certaine manière volontaire.
ce que Camus n'avait qu'à se contenter finalement de recevoir dans sa jeunesse, il lui faut maintenant le conquérir. Et le texte se déploie sur quelques pages, c'est très court, 4-5 pages, mais j'ai essayé de puiser quelques réflexions qui résonnent avec le fait, ce magnifique thème qui nous a été donné, d'installer en soi et autour de soi cet été invincible. Alors, qu'est-ce qu'écrit Camus ? Alors tout d'abord, il dit « garder intacte cette fraîcheur ». Il dit le souvenir de cette fraîcheur, ne pas laisser la vie nous épuiser, nous assécher. Il écrit dans Retour à Tipaza, « c'est que le sang, les haines décharnent le cœur lui-même. La longue revendication de la justice épuise l'amour qui pourtant lui a donné naissance. » Je suis très sensible à la justesse de cet argument. Il ne suffit pas d'être révolté, de combattre pour être dans le vrai. Il faut se souvenir constamment de pourquoi on lutte. Au service de quoi ? Pour ne pas perdre le sens. Et c'est à mes yeux, par exemple, le symbole de la baignade que prennent ensemble dans le roman La Peste, Tarou et Rieux, qui sont deux combattants de premiers ordres, qui prennent le temps de célébrer l'amitié en prenant un bain, alors qu'à côté, la peste fait rage. Et c'est le sens, un autre exemple aussi dans la pièce de théâtre Les Justes, qui évoque aussi des jeunes révolutionnaires russes. C'est le sens de la présence de Dora, qui est l'amoureuse de Yannick, qui, au cœur de leur combat, réclame un peu de temps pour aimer, pour s'abandonner à l'amour malgré l'urgence du combat. Il s'agit aussi de conserver l'émerveillement, la capacité à être surpris. Camus écrit « Un jour vient où, je cite, à force de raideur, plus rien n'émerveille. » Après les journées de pluie à Tipaza, le soleil qui se fraie un passage dévoile un paysage neuf. Et Camus écrit « Du ciel descendait une lumière vibrante qui donnait à chaque arbre un dessin sensible, une nouveauté émerveillée. La terre, au matin du monde, a dû surgir dans une lumière semblable. » En fait, souvent, Camus aime à évoquer le temps de l'origine, non pas pour se tourner stérilement vers le passé, d'une manière nostalgique, finalement, on n'apporte pas grand-chose, mais pour retrouver cette vivacité de l'origine, pour vivre, ça c'est important, chaque moment présent comme étant à l'origine, sans être blasé. Par ailleurs, Camus réfléchit aussi, c'est toujours dans Retour à Tipaza, à deux verbes qui peuvent paraître tout simples et évidents, les verbes aimer et admirer. Mais je pense que ces verbes ouvrent aussi un chemin. Et chez Camus, ce verbe admirer revient régulièrement. D'ailleurs, l'œuvre de Camus dans son entièreté, manifeste en général un sentiment de reconnaissance, de dette même, avec une aptitude naturelle chez cet auteur à reconnaître l'autre dans ce qu'il a de beau. Notamment, par exemple, les écrivains qu'il admire, Roger Martin du Gard, Dostoïevski, René Char, par exemple. Artiste, écrit-il dans la préface à l'envers et l'endroit, j'ai commencé à vivre dans l'admiration, ce qui, dans un sens, est le paradis terrestre. Les êtres que j'ai aimés ont toujours été meilleurs et plus grands que moi. Et même dans ces carnets, qui sont des journaux de création à tonalité intime, des lieux de confidence, il y a très peu de place pour le dénigrement, davantage pour témoigner de son admiration. Et cette même reconnaissance, il l'exerce aussi à l'égard des gens humbles, à l'opposé du milieu littéraire. Ce sont les mêmes termes qu'il reprend dans Le Premier Homme pour dire la préséance des siens. Ils étaient et sont plus grands que moi, écrit Camus. Enfin, dans Retour à Tipaza, je retiens cette dernière injonction que Camus se fait à lui-même, et je pense qu'il a sa valeur aussi par rapport à notre thème. J'aimerais justement ne rien éluder et garder exacte une double mémoire. Oui, il y a la beauté et il y a les humiliés. Quelles que soient les difficultés de l'entreprise,
je voudrais n'être jamais infidèle ni à l'une ni aux autres. Cette double fidélité, cette double mémoire, il l'incarne jusqu'au prix Nobel, où il évoque comme mission d'artiste, je cite, de faire retentir le silence des humiliés. Ou encore jusqu'au premier homme, bien entendu, où il se sent prêt à mettre au centre les humbles qui sont les siens de ce milieu d'anonyme où il a grandi et où il a beaucoup reçu. Donc cette double fidélité, elle est très emblématique de la tension camusienne, de son charisme premier, qui éclaire, à mon avis, la manière dont on peut installer un été invincible entre nous dans un espace réellement inclusif, hein, un espace qui n'oublie personne. Double fidélité aussi, j'en aurais presque fini, car il ne s'agit pas d'un été invincible déconnecté des réalités douloureuses, meurtrières, guerrières. Hein. Camus, dans ce même texte, évoque la guerre, l'Europe et ses luttes. En fait, il s'agit d'une dialectique victorieuse. C'est bien au milieu de l'hiver qu'il fait l'expérience de l'été invincible. Lucide sur l'état du monde, il nous invite en fait à traverser ces ténèbres avec cette forme de lumière en soi. Cette métaphore de l'été invincible, elle a beaucoup inspiré des personnes, des lecteurs, des lectrices, mais aussi d'autres auteurs, et en particulier un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Claude Vigée, et que Camus va aider à la publication d'un recueil de poèmes. Et figurez-vous que ce recueil de poèmes, il s'appelle « L'été indien ». Et dans le recueil de Vigée, on est à milieu des ruines romaines et de la Méditerranée, puisque nous sommes un peu dans le pôle Nord. Il est question de brise-glace et de banquise dans le recueil de Claude Vigée. L'été indien, écrit Claude Vigée, c'est l'été au milieu de l'hiver. C'est un été qui réussit à se maintenir, à ressurgir au milieu de l'hiver. Et Claude Vigée suggère dans ce paysage polaire le fait que le créateur, l'artiste, ne se résout jamais à appréhender le monde comme un hiver définitif. L'image de cet été vainqueur de l'hiver, plus fort que les glaces, résonne avec cette métaphore camusienne. Et je pense que la vie intérieure de ces deux artistes leur permet de ne jamais perdre de vue l'été et ses promesses emprisonnées par les glaces ou les meurtrissures de l'existence. Alors, installer en soi cet été invincible, en soi et autour de soi, cet été invincible, c'est quoi? C'est garder intacte en soi cette fraîcheur, être fidèle à une double mémoire, celle des humiliés, celle de la beauté, s'émerveiller, se ressourcer, savoir retrouver la joie de l'origine, se sentir de quelque part, d'un lieu de racine qui donne du courage et des ailes, rester lucide, accueillir, comme l'écrit Camus, du même cœur, ceux qui transportent et ceux qui accablent, assumer cette tension, tout cela ressemble à une morale. Mais comme Camus l'écrit dans ses carnets, si j'avais à écrire un livre de morale, il aurait 100 pages et 99 seraient blanches. Et sur la dernière, j'écrirais « Je ne connais qu'un seul devoir, et c'est celui d'aimer. » Merci. Bonjour, hola. Alors, quand on demande à deux personnes de travailler sur le même thème, le risque, c'est d'écrire la même chose. Alors, pas tout à fait. Et j'ai eu la chance de passer en premier. C'est dur de passer derrière toi. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ceux qui sont arrivés en retard, ce ne sera pas une redite. Pour les autres, la répétition fixe la notion. Alors, on n'a pas écrit exactement la même chose, je vous rassure, mais tu verras qu'au moins au début,
il y a quelque chose qui se ressemble. Bonjour, déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Kauter Adimi, je suis écrivaine, je suis algérienne. J'ai grandi en Algérie, j'ai vécu une grande partie de ma vie en Algérie et j'habite depuis quelques années à Paris. Et je suis très contente d'être en Espagne. C'est un pays qu'on aime beaucoup en Algérie. Alors, installé en nous et entre nous cet été invincible. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Alors, cette phrase si célèbre tirée de Retour à Tipaza nous réunit aujourd'hui. Et Retour à Tipaza est sans doute l'un des plus beaux, des plus poétiques textes de Camus. Et je dis cela en écrivaine, pas en styliste, pas en spécialiste de Camus comme l'est Anne. Je dis cela sans aucune objectivité et je dis cela car j'ai la chance de retourner souvent à Tipaza. Et que ces retours, au milieu des ruines, de la mer, face à la petite montagne du Chinois, à chaque fois m'émeut profondément. Et à chaque retour, je ne résiste pas, je me perds dans les chemins de terre, j'arpente les rochers, je tourne autour des ruines, je demande aux gardiens, à chaque fois, de m'accompagner sur les lieux, de retrouver la stèle érigée en 1961 par Louis Benisti en hommage à Camus. Sur cette pierre qui provient des ruines romaines, Benisti a gravé en lettres capitales ces quelques mots assez difficiles à déchiffrer qui sont tirés de Noces à Tipaza. Je comprends ici ce qu'on appelle gloire, le droit d'aimer sans mesure. Oui, moi j'ai cette grande chance de pouvoir souvent retourner à Tipaza, de me noyer sous la pluie d'Alger. Il pleut souvent à Alger l'hiver. C'est quelque chose d'assez étrange. Non, c'est quelque chose d'assez étrange qui est souvent... Enfin, d'ailleurs, dans mes livres, il pleut toujours. Et c'est vrai qu'il pleut à Alger en hiver, de manière assez étrange, puisque la ville noie littéralement les habitants. C'est une pluie très étrange qui nous force presque à danser les uns autour des autres, qui nous pousse. Et c'est une ville étonnante, Alger sous la pluie. Et j'ai aimé retrouver Alger sous la pluie avec Albert Camus. Et à chaque fois, ce retour m'oblige à plonger dans la mer et dans l'enfance. Alors, c'est dire si ce texte m'est précieux. C'est dire aussi si à chaque fois que je le relis, j'ai le sentiment d'en ressentir plus grandi, plus optimiste, plus forte, plus convaincue que la joie, notre joie à tous, est la plus belle réponse à l'obscurantisme, au pessimisme et aux politiques actuelles. J'aime cette idée de joie. J'aime cette idée qu'il faut aller combattre quelque chose pour retrouver la joie. Et j'ai repensé tout à l'heure à une citation d'un autre écrivain que j'aime beaucoup, Kateb Yassine, qui est un écrivain algérien très important. C'est un peu l'un des monstres dans la littérature algérienne. Il écrit en français, il a écrit du théâtre aussi. Et il a cette petite phrase, cette phrase assez importante, même dans le Polygone étoilé, il dit « Ni mort, ni meurtrier, je dissimule nos pertes à la joie ennemie. Ni mort, ni meurtrier, je dissimule nos pertes à la joie ennemie. » Et cette idée de la joie ennemie, c'est-à-dire de ne pas faire plaisir à nos ennemis en dissimulant tout ce qui va mal, je serai plus fort, en fait. C'est ce qu'il dit. Je serai plus forte que nos ennemis. Kateb Yassine était un écrivain algérien qui a beaucoup écrit avant et après l'indépendance de l'Algérie. Il a eu cette phrase très connue, très célèbre. « Le français est mon butin de guerre ». J'écris en français parce que je veux dire aux Français ce qui se passe en Algérie. Et j'aime cette idée de combat, d'aller chercher en soi la joie et donc cet été invincible. C'est comme ça que moi, je le comprends chez Camus. Alors, cet été camusien, vous l'avez compris, n'a rien de météorologique. C'est une force intérieure, c'est une résistance vitale, c'est une lumière assez fragile, à vrai dire, mais tenace, qui continue d'exister même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Et en ce moment, beaucoup de choses s'effondrent autour de nous. C'est cette lumière que nous sommes invités à découvrir par Camus, en nous, entre nous, et peut-être aussi à entretenir ensemble. Ce que Camus appelle l'été invincible, c'est cette capacité humaine et presque animale, il y a quelque chose de très charnel là-dedans, à se redresser après la chute, à choisir la vie, même absurde, plutôt que le renoncement. C'est aussi d'une certaine façon un art de vivre. Il faut imaginer Sisyphe heureux, écrivait le penseur japonais Kuki Shuzo avant que cette phrase ne soit reprise par Camus lui-même, et non pas heureux par déni, par incompréhension, mais heureux malgré tout, par choix et par lucidité. Donc, le verbe utilisé est capital. Tu en as parlé tout à l'heure des verbes de Camus. Ça m'a frappé. Parce que Camus écrit « Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. »
Albert Camus est donc écrivain, vous le savez, il est philosophe, homme de théâtre, c'est un homme des mots, et les mots ont un sens, il ne les choisit pas par hasard, ils sont importants. Et je l'imagine barrer 1000 fois cette phrase, la réécrire 1000 fois, et un écrivain peut passer vraiment beaucoup de temps sur des phrases, et mon éditeur pourrait en témoigner. Il y a une phrase dans mon prochain livre que je n'ai pas encore solutionnée à quelques semaines de l'impression. Et vraiment, ça fait des mois que je suis sur cette phrase en particulier. C'est un livre de 250 pages, mais il y a une phrase où je ne suis pas certaine du verbe. Et vous savez comment ça se passe quand on écrit un livre. En fait, il y a plusieurs étapes. On appelle ça les épreuves. On est censé en avoir 2. Je suis aux 5e épreuve. C'est-à-dire qu'on imprime le livre comme il sera imprimé en librairie. Vraiment, il est mis en page, maquetté, corrigé. Ça y est, il est censé partir en impression définitive. Je suis à la 5e. Je reçois les dernières, entre guillemets, épreuves lundi. Ce ne seront pas les dernières. Il y aura d'autres épreuves. Et vraiment, cette idée du verbe, donc, est importante. On ne peut pas passer dessus en se disant « c'est rien ». Non, ce n'est pas rien. Albert Camus dit « j'apprenais ». C'est le verbe « apprendre ». Alors, j'ai regardé avant de venir dans le dictionnaire. Alors, je sais ce que signifie « apprendre » et vous savez ce que signifie « apprendre », mais je voulais une définition du dictionnaire. Le dictionnaire se perd, c'est un grand dommage. Apprendre signifie acquérir par l'étude, par la pratique, par l'expérience, une connaissance, un savoir-faire, quelque chose d'utile. Camus ne dit pas « j'ai trouvé en moi », ni « j'ai découvert en moi », ni « j'ai réalisé ». Il s'agit bien d'un apprentissage par l'expérience, par la vie. Et d'ailleurs, cette citation est très, très, très souvent mal rapportée par les politiques, souvent, qui aiment beaucoup citer Camus sans le lire, mais aussi sur Internet. Et d'ailleurs, si vous regardez le dictionnaire des citations sur Internet, il le rapporte mal, puisque ce n'est pas le verbe « apprendre ». Et vous verrez, il y a plein de variantes sur Internet. Et moi, je trouve ça super. Je trouve que c'est très rassurant qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, où tous les géants du numérique nous expliquent que bientôt, nous n'aurons plus besoin ni de nous parler, ni de réfléchir, ni d'apprendre, puisque plein de robots le feront pour nous. Moi, je trouve que c'est rassurant de constater qu'il est nécessaire, impératif même, de revenir au texte, à l'objet tangible, pour vérifier ce que l'auteur a réellement écrit. Alors, je l'ai fait. Avant de venir, j'ai cherché le recueil L'été dans ma bibliothèque et à la page 109 de la version poche folio dont tu parlais tout à l'heure, Albert Camus écrit « Je retrouvais ici l'ancienne beauté, un ciel jeune, et je mesurais ma chance. Comprenant enfin que dans les pires années de notre folie, le souvenir de ce ciel ne m'avait jamais quitté. C'était lui qui, pour finir, m'avait empêché de désespérer. J'avais toujours su que les ruines de Tipaza étaient plus jeunes que nos chantiers ou nos décombres. » Et à chaque fois que je lis cette phrase, je dis que nos charniers ou nos décombres. J'ai toujours ce mot qui vient à la place de l'autre. Le monde y recommençait tous les jours, dans une lumière toujours neuve. Ô lumière! C'est le cri de tous les personnages placés dans le drame antique devant leur destin. Ce recours dernier était aussi le nôtre, et je le savais maintenant. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. J'ai quitté de nouveau Tipaza, j'ai retrouvé l'Europe et ses luttes, mais le souvenir de cette journée me soutient encore et m'aide à accueillir du même cœur ce qui transporte et ce qui accable. Alors, installer cet été, c'est donc renoncer avec une forme, c'est donc renouer, avec une forme de joie, une joie grave, non pas frivole, mais ancrée dans l'expérience. Ce n'est pas une consolation, c'est une conquête, et je pense qu'il nous invite à aller conquérir cette joie. C'est une exigence que l'on doit à soi-même et peut-être même une responsabilité, car si nous avons, nous, cette lumière, alors nous devons aussi la partager, la faire circuler, la transmettre entre nous. Je me souviens, en parlant de lumière, il y a quelque chose qui m'est revenu il y a vraiment quelques jours, j'en parlais encore hier. Je me souviens d'un colloque à Tipaza, il y a quelques années, autour d'Albert Camus, organisé par le département de langue française à l'université d'Alger, où j'étais étudiante. Je crois que c'était en 2007 ou peut-être 2008. Et nous étions là, Algériens, Français, à discuter de l'œuvre de Camus dans une sorte de communion intellectuelle et sensible. Et je garde surtout, moi, en mémoire les petites conversations à côté des débats. Je n'ai plus aucun souvenir des thématiques abordées, c'est terrible, parce que j'imagine que quand même, si tout le monde avait pris le soin de préparer des communications, c'était quand même pour en tirer quelque chose. Mais moi, je me souviens très bien de ce qu'on s'est dit en dehors des salles, sur la plage, de toutes les petites conversations qu'on a eues à côté.
et qui ont nourri quelque chose pour moi. Et moi, moi ce que je revois, c'est ça, c'est les ruines romaines qui se détachent sur le ciel bleu, c'est la mer, le soleil, et c'est les discussions à côté. C'est essayer de reconnecter quelque chose. Et ce n'est pas si anodin que ça de se retrouver algérien, français, en Algérie pour parler de Camus. Alors on était là, réunis, venus des quatre coins de la planète, un groupe hétéroclite de chercheurs, d'étudiants, d'écrivains, de lecteurs, tous unis par Camus. Et on parlait de littérature, bien sûr, on parlait aussi du monde, de philosophie, on parlait de la France, on parlait de l'Algérie, on parlait beaucoup de la colonisation aussi. On cherchait ensemble, finalement, à faire quoi? À décrypter le monde, à décrypter ce qu'on pensait, ce qu'on vivait, etc., à travers le prisme de cette pensée camusienne. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, où les relations franco-algériennes sont très dégradées, peut-être ne l'ont-elles jamais été autant, à part dans les années 70 éventuellement. Moi, je crois quand même beaucoup à ces ponts, à ces petites choses qu'on crée les uns avec les autres. Et c'est quelque chose de très précieux. Je me disais encore ça ce matin. J'ai rencontré ici des gens extraordinaires en 2 jours, qui vont faire partie de ma vie d'une façon ou d'une autre, qui ont alimenté quelque chose en termes de conversation. On a beaucoup parlé en arabe, en anglais, en français ces derniers jours. Et ça, je crois que c'est extrêmement vital dans le monde actuel. Et parce que l'université, la recherche, la culture sont assiégées, sont menacées de toutes parts, un peu partout dans le monde, vous le voyez. Dès lors qu'on a envie de cesser de réfléchir, on coupe les budgets des universités, on coupe les budgets de recherche, on empêche les gens de circuler, de se réunir et de discuter. Et pourtant, je pense que c'est précisément dans ces moments de repli que l'œuvre de Camus nous est le plus nécessaire et que le dialogue est vital. Moi, dans mon propre travail, Camus est présent depuis longtemps. Il ne s'agit pas d'une influence de thème, quoique, mais plutôt d'une influence de style. Et je pose toujours les livres de Camus à côté de moi lorsque j'écris. C'est une espèce de présence qui me rassure, assez souterraine, mais qui irrigue pas mal mon écriture. Alors effectivement, il y a nos richesses. J'ai écrit un livre sur Edmond Charlot, qui est le premier éditeur de Camus, même si je n'aime pas le présenter comme ça, parce que je trouve que c'est assez réducteur sur un homme qui a été extraordinaire, qui a été un des plus grands éditeurs, je pense, du monde moderne, qui a traversé le XXe siècle, qui avait un espèce de génie fou, qui était vraiment ça. Et la rencontre avec Camus, elle se fait très tôt, puisqu'ils se rencontrent au lycée, puis à l'université. Et Camus a écrit La Révolte des Asturies, une pièce de théâtre très espagnole, et avec 3 copains. Et ils ont pour ambition de monter cette pièce de théâtre à Alger. Et tous les dons seront reversés aux enfants pauvres, algériens et français. Important de le citer. Et donc, ils ont engagé pas mal de frais pour monter cette pièce de théâtre. Et le maire d'Alger, homme terrible, très dur, a peur de ce que cette révolte dans les Asturies pourrait dire. Il a peur, en fait, d'une pièce de théâtre de 4 jeunes. Camus n'est pas encore connu, ce n'est pas encore le Albert Camus, il n'a encore rien publié. Et donc, il fait interdire la pièce de théâtre. Camus est furieux, il demande à Edmond Charlot, qui est son copain d'université, qui a toujours eu envie de publier, d'être éditeur, travailler autour du livre, il lui demande de publier ce texte et de vendre ce texte un peu sous le manteau pour rattraper un peu l'argent de tout ce qu'ils avaient dépensé en costumes, etc. Edmond Charlot et Camus publient ce texte sous les initiales EC, les éditions Charlot, Edmond Charlot, les initiales d'Edmond Charlot, et tout le monde croit que ce sont les éditions Camus. Et c'est la première fois qu'Edmond Charlot commence, enfin plus ou moins la première fois qu'il publie quelque chose. Et donc Edmond Charlot va ouvrir cette fameuse librairie rue Charras, aujourd'hui rue Hamani, qui existe toujours, qui s'appelle Les Vraies Richesses, et qui était toute petite. D'ailleurs, il disait que quand il étendait les 2 bras de part et d'autre, il pouvait toucher les murs. Et c'est vrai qu'elle est minuscule, cette librairie. C'est toujours une grande joie pour moi d'y retourner. Et Albert Camus va l'aider il va d'ailleurs souvent être là dans la librairie, il va l'aider à faire la comptabilité, il va l'aider à vendre les livres, etc. Et puis, Charlot va créer les éditions Charlot et publiera les 2 premiers livres de Camus. Il ne publie pas L'étranger. Il ne publie pas La Peste parce qu'en fait, Albert Camus lui envoie les textes, et ça c'est assez extraordinaire,
Mais Charlot n'a plus de papier. Il est en Algérie et il ne trouve plus de papier. Il collecte le papier là où il peut. C'est vraiment un drame pour lui. Il cherche du papier partout. Il essaie de fabriquer une espèce d'encre artisanale. Il broche les livres comme il peut. Et c'est des objets fascinants ce qu'il arrive à créer. Mais c'est épouvantable. Ça fait des trous partout. L'encre ne tient pas. Et il est sous la censure de Vichy. Et donc, il dit à Camus, je ne peux pas te publier. C'est extraordinaire, mais je ne pourrai pas publier ces livres-là. Va voir un éditeur à Paris. Gallimard est toujours là. Gallimard a beaucoup de papier. Et donc, Camus rejoint Gallimard comme ça, mais il restera très fidèle à Albert Camus jusqu'au bout. Hein. Il va aider Charlot lorsque Charlot s'installera à Paris. Et c'est une relation d'amitié et de proximité extrêmement forte. Et d'ailleurs, au moment où Benisti va installer la stèle à Tipaza, à la mort de Camus, Charlot fait partie des quelques personnes présentes pour cette stèle-là. Donc effectivement, Camus est toujours très présent et la pensée camusienne pour moi. Et je reprends le fil de mon texte. Et donc je disais, au cours de mes recherches sur Charlot, j'ai fait énormément de recherches, car Charlot, il y avait un éditeur à Pézenas extraordinaire qui avait beaucoup travaillé sur Charlot. Il a fait plein de petits livres autour de ça, mais il y avait peu de choses sur l'aventure Charlot en Algérie. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans les fonds d'archives. Et en travaillant sur les archives des uns et des autres de toute cette période, sur les correspondances, sur les témoignages de l'époque, j'avais trouvé une phrase de Camus qui n'est pas très connue, qui est anodine, qui peut-être n'a pas profondément marqué grand monde, mais qui pour moi a été vraiment un révélateur de ce qu'était Camus. Il dit cette phrase, « Et si ce petit avait raison ?» Et pour remettre dans le contexte, c'est la guerre d'Algérie. Camus est à son bureau chez Gallimard, où il dirige une collection. Jean Sénac, qui est un poète français, algérien, fils spirituel de Camus, il considérait vraiment Camus comme son père spirituel. Il n'a pas connu son père, Sénac n'a pas connu son père. Il vient chez Gallimard, il demande à le voir. Les deux hommes se disputent. Sénac est là pour demander à Camus de prendre une position plus forte sur ce qui se passe en Algérie, sur la torture en Algérie. Il considère que la position de Camus n'est pas proportionnelle à ce qui se passe en Algérie, à la guerre en Algérie. Et les deux hommes se disputent très violemment, au point que Camus met à la porte Sénac. Sénac part en colère. Il écrira d'ailleurs cette terrible phrase « Ayant eu à choisir entre mon père et l'Algérie, j'ai choisi l'Algérie ». Et bien sûr, elle fait référence à la fameuse phrase de Camus entre sa mère et l'Algérie et la justice. Sénac part. Camus sort tremblotant de son bureau et lâche « Et si ce petit avait raison ?» Et moi, cette phrase, ces quelques mots, vraiment, je les ai trouvés bouleversants. Parce qu'il y a une capacité chez Camus à douter en permanence, à remettre en question sa propre position, à reconsidérer en permanence le point de vue qu'il a. Et je trouve que c'est là où on voit que Camus n'a jamais été un maître, un donneur de leçons. Tu parlais de morale tout à l'heure, qui assène des vérités ou une morale. Ça a été un homme traversé de contradictions, tiraillé sans cesse par le doute et en quête permanente d'une position juste pour tous. C'est un homme qui n'a cessé de s'interroger, de remettre en question, de chercher une forme de dialogue. Et donc, dans un monde aujourd'hui où les fractures identitaires, les replis, les violences se multiplient, moi je trouve que cet été invincible n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et c'est peut-être dans la littérature qu'on peut trouver une clé pour y accéder, pour le trouver. Et c'est important donc de lire Camus aujourd'hui. Voilà. Merci. Tu vois, il y avait pas mal de ponts entre nous. À la fois proches et en même temps singulières, chacune. Merci. Merci. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le passage que tu interroges le terme « apprendre ». Et j'avais envie, justement, tu nous as, par discrétion, tu as peu parlé de toi, parce qu'on ne dirait pas à te voir ton visage si jeune. J'ai 39 ans. Tu as déjà beaucoup publié, Kauter, donc Nos richesses, ça a été le premier, mais bien... Le troisième. Ah, c'était le troisième, en fait. Ah, écoutez, comme ça que je t'ai connue, peut-être je ne suis pas là, ça a été un grand succès. Tu as même eu un prix avec les lycéens. Je trouve que c'est des beaux prix, le Renaudot des lycéens. Mais tu as dit un petit peu, quelque chose en disant que quand tu écrivais, tu avais les ouvrages de Camus autour de toi. Je veux dire, toi, et c'est beau, tu nous as donné l'exemple de ton prochain bouquin où tu hésites encore sur
une phrase. Donc, on entend chez toi ce souci du langage, du mot juste, enfin, vraiment en tant qu'écrivaine, en tant qu'artiste. Et comment, justement, toi, dans ton travail d'écrivaine, tu sens ce lien avec cette installation de l'été invincible? Est-ce qu'il y a un lien? Finalement, pourquoi tu écris? Enfin, c'est la grande question, mais... C'est vraiment une question qui me plaît beaucoup, parce que mon prochain livre, donc on est entre nous, je peux dévoiler quelque chose. Ouais. Il s'appelle La joie ennemie, qui sort en septembre. Et, il s'appelle La joie ennemie. Ah oui. C'est le fameux vers de Kateb Yassine. Ouais. Et je crois que c'est un peu un texte autour d'une forme de résilience, mais je crois profondément au fait... Et l'Algérie est un pays qui a vécu beaucoup de guerres. On a 3 guerres. Moi, je dis, mes grands-parents ont fait 3 guerres, mes parents ont fait 2 guerres, et j'en ai fait une. Mes grands-parents ont fait la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père a fait la Seconde Guerre mondiale. Ils ont connu la guerre d'Algérie et ils ont connu les années 90. Je vais dire les années 90, à défaut de trouver un terme qui fasse consensus en Algérie, puisqu'on dit la guerre civile, la lutte antiterroriste. Mes parents ont connu la guerre d'indépendance et les années 90, et moi j'ai connu les années 90. Alors on peut regarder les choses de manière très optimiste en disant moi je n'en ai connu qu'une, mes grands-parents en ont connu 3, avec un peu de chance, mon fils n'en connaîtra aucune. L'état actuel du monde me laisse supposer que c'est pas dit et que ce n'est pas gagné. On peut regarder les choses d'une façon différente en se disant qu'on est une terre où on a eu sans cesse à lutter d'une façon ou d'une autre pour être libre et pour avoir le droit à la joie. Et moi, la joie, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, parce que c'est quelque chose qui ne fait pas partie de notre culture. Moi, mes parents, ils avaient 2 soucis majeurs me concernant. C'était que je reste en vie et que surtout, je ne dépasse pas d'un fil, parce que si j'étais trop différente, je risquais de ne plus être en vie. Et c'est vraiment sur ça... Et ma mère a eu une phrase une fois assez étonnante. Elle a dit « Moi, je ne veux pas que vous soyez heureux, je veux que vous soyez normaux. » Et alors, on peut se dire, c'est horrible, c'est une mère toxique, etc. Mais en fait, ce qu'elle dit en dessous, c'est ce qui est important, c'est d'être en vie, pas d'être joyeux. Et elle a raison, parce que joyeux et mort, ça n'existe pas. Dans l'absolu. Mais c'est quelque chose qui donc m'interroge pas mal, c'est comment est-ce que... Et j'ai fait tout un travail là-dessus, parce que je fais une espèce d'incursion dans les années 90. Moi, j'ai presque tout oublié. De 1994 à 2007-2008, j'ai très peu de souvenirs de ce que furent toutes ces années-là et de ce que furent ces attentats. Et j'ai fait un peu j'ai fait un travail de recherche, d'archives autour de ma famille. Et j'étais persuadée que toutes ces années avaient été très dures, parce qu'en fait, c'est ce que j'en garde comme mémoire. Et je suis allée rechercher quelque chose. Mon père, en 1994, on revient vivre en Algérie, et mon père rêvait d'être journaliste pour plein de raisons. Il n'a pas pu l'être, très longtemps en tout cas. Mais il avait fait quelque chose, c'est qu'il avait mis une caméra sur trépied dans notre salon qui nous filmait en permanence. Ça filmait nos repas, nos jeux, nos disputes. Et il a des kilomètres de films de 1994 à 2001, où il nous filme tout le temps. Tout le temps. Il met ça dans le salon, puis ça filme. Alors, ça filme des moments parfois importants, la rentrée scolaire, la fête de l'Aïd, des anniversaires, etc. Mais ce n'est pas des films classiques où on a quelqu'un qui tourne. Non, c'est quelque chose qui tourne. Et puis parfois, ça nous filme. Je suis en train de lire sur mon lit, ça filme. Et donc, c'est quelque chose que je n'avais jamais eu envie de revoir, parce qu'en fait, je garde vraiment de ces années-là quelque chose de très dur. Et il n'y a pas très longtemps, je les ai fait numériser. Alors, sachez déjà que c'est très difficile désormais de faire numériser les vieilles cassettes. Il n'existe quasiment plus d'endroits pour le faire, que très peu de lieux pour le faire. Et donc, j'ai fait numériser ça. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est des enfants ultra joyeux. Alors même que c'est la guerre, que mes parents vivent quelque chose d'extrêmement difficile, une inquiétude permanente, et c'est à l'opposé totalement de ce que j'en ai conservé. Mais complètement, c'est-à-dire que moi, ce dont je me souviens, c'est une inquiétude permanente également. Celle que mes parents ne rentrent pas parce qu'ils auraient été tués dans un attentat, celle d'être moi-même tuée dans un attentat. On a échappé à la mort à plusieurs reprises en Algérie sur ces années-là. Et donc, c'est ce que moi, je conserve, moi, l'adulte, je conserve de ces années-là. Et d'ailleurs, souvent, on m'a dit, mais pourquoi tu n'écris pas dessus ? Souvent, j'ai souvent dit, mais je n'ai rien de bien à en dire, donc je ne veux pas faire subir à un lecteur simplement de l'horreur. Et quand je revois ces films, je vois mes frères et moi joyeux, riants,
extrêmement heureux, en fait. Et je crois que c'est ça, l'été invincible, que les enfants réussissent à obtenir. C'est un peu le défi que nous lance Camus. C'est comment, en tant qu'adulte, aller le chercher, même dans une tragédie. Et alors... Alors, c'est difficile, parce que moi, j'ai écrit un livre pour dire que c'était horrible. Voilà. Et ensuite, j'ai des cassettes vidéo qui viennent contredire mon point de vue. Non, mais en plus, j'ai sorti la cassette vidéo en disant mais je vais fabriquer un petit film pour accompagner le livre. Et là, j'ai un objet qui est en opposition complète avec le livre. C'est hyper intéressant. C'est-à-dire à quel point l'archive... Et après, on peut se dire plein de choses. Oui, mais c'est une archive qui est choisie. Vous savez, c'est le mal d'archive. Le fait d'avoir une archive, c'est choisir. Et mon père a choisi des moments. Il n'a peut-être pas filmé les moments où on hurle, où on pleure, où on crie, où on tape. Il n'a peut-être pas filmé les moments où il y a un attentat en bas de l'immeuble. Mais tout de même, ça interroge sur à la fois la capacité de créer de la joie, même dans les pires moments, et cette capacité, en fait, à ne conserver complètement autre chose. Moi, l'été invincible, longtemps, je l'ai mis de côté, parce qu'en fait, pour moi, la nécessité, c'était pas d'avoir de la joie, mais c'était d'être en vie. Mais je pense que c'est pas l'un ou l'autre. On n'est pas obligé de les opposer et que c'est pas une contradiction. Parce qu'en fait, si vous les opposez et si vous considérez qu'aujourd'hui, la seule notion, c'est de survivre, il y a une forme d'essentialisation de ces personnes-là. Parce que, en fait, les personnes qui subissent la guerre, c'est souvent quand même des personnes qui ont été... La colonisation, la guerre, ça a été certaines catégories de personnes, beaucoup plus que d'autres. En fait, je crois qu'on a le droit à la joie et qu'il faut pas hésiter à y aller. Et ça, c'est encore quelque chose d'assez difficile aujourd'hui comme discours, je crois. En tout cas, tu es légitime pour en parler. Peut-être des questions, si on a le temps. Oui. Je vais mettre ça. Alors ça, Agnès... Non, ça sera en français, ça devrait aller. Ça devrait aller. On devrait te comprendre, Agnès, sans traduction. Ce n'est pas une question Kauter, je vais dire Kauter. J'étais à ce fameux colloque Tipaza Alger. Alors, est-ce que tu te souviens de la date? Mais bien évidemment. Alors, la date, c'est 2007, mais je me souviens du titre. Camus et les lettres algériennes, l'espace de l'interdiscours. Et je trouve que 15 ans après, on continue la même chose. Très bien. Et ça me ravit absolument. Comme me ravit toujours l'idée que cette stèle, dont vous avez rappelé toutes les deux qu'elle a été mise en 1961, l'Algérie indépendante ne l'a jamais enlevée. Et moi, je me suis dit, on aurait pu dire cette présence française à Tipaza, on n'en veut pas. Et jamais personne n'y a touché. Comme la librairie de Charlot. Exactement. Toujours là, et il y a les portraits de Charlot, de Camus, absolument. C'est important. Et je la connais bien. Elle a raison, elle n'exagère pas. Si on tend les bras, on la voit de chaque côté. Et c'est un lieu extraordinaire. Mais je veux dire que ça dit quelque chose sur cette Algérie où j'ai eu le bonheur de retourner souvent. La stèle de Camus est restée. Oui. Alors bien sûr, Camus est sujet de débats, et j'en ai eu beaucoup là-bas, mais de débats toujours passionnés. Oui. Et je vois encore des amphis entiers me disant « On nous a dit ça, madame, mais qu'est-ce que vous dites ?» Oh là 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 là, je me disais « Ok, d'accord, on reprend les textes. » Et Camus est lu. Et les livres de Camus circulent. Camus est lu, on peut trouver Camus partout. J'allais souvent au salon du livre international, et à l'entrée, il y avait... c'était d'ailleurs des éditions pirates. Mais le texte était bien. Bon, je veux dire que c'est important de le dire. Camus n'est pas banni de l'Algérie actuelle. Il n'est peut-être pas aussi valorisé en tant qu'individu qui apparaît. Et on pourrait sans doute faire mieux. Et je pense qu'on devrait faire mieux parce qu'en fait, il fait partie d'une histoire du pays. Et en ce moment, c'est important de continuer à lutter pour que ces personnes qui ont existé continuent d'exister dans le pays. Et ce n'est pas contradictoire avec une indépendance. Absolument. Mais non, il n'est pas banni. D'ailleurs, la stèle de Camus, elle n'est jamais dégradée. Et voilà. Il y a eu quelquefois des graffitis, ça a toujours été nettoyé. Et les gardiens, tous les gardiens connaissent très bien l'histoire de la stèle. Ils sont toujours ravis d'accompagner les gens sur la stèle. Et il y a des gens qui pensent que c'est la tombe de Camus. Et il y a des gens qui pensent que c'est la tombe de Camus. Et tout le monde connaît. Non, mais voilà, je voulais dire ce souvenir merveilleux de 2007 et que nous avons qui perdure. Voilà. Merci, Agnès. Et oui, une question.
J'ai été très ému de vous écouter pour deux raisons. Une raison du passé, t'es invincible. Ma jeunesse est à Tipaza. Mes parents ont suivi l'indépendance algérienne, l'ont accompagnée. Et moi, sac au dos, je suis parti à Tipaza. Il y avait une auberge de jeunesse encore. Un collègue du lycée était le frère de quelqu'un qui a fait ensuite carrière à l'UNESCO, Mounir Bouchnaki, qui a mené les dernières fouilles à Tipaza. J'ai été un jeune fouilleur, jeune archéologue. J'ai été chargé de brosser les petits tessons de poterie pour reconnaître la sigillée et d'autres, dater des moments. J'allais seul là-bas, puisqu'après, on a été les premiers Européens à louer ce qu'on appelle en Algérie un bien vacant, donc une ancienne boulangerie. Dernière fois que je suis venu à Tipaza, c'était le local d'un parti politique algérien. Et j'y allais seul, en solitaire, ayant les gardiens dont tu as parlé, ayant participé aux fouilles, j'avais une petite clé, je pouvais aller parfois me balader tout seul, dormir sur la place du Forum, à la Belle Étoile, aller me baigner à Sainte-Salsa. Bref, votre conversation convoque quelque chose de, désolé, de très sensible. Mais je voudrais dire pourquoi c'est d'autant plus sensible. Et ici même, en hommage à ce que vous faites, Sandra, Miguel, on se dit combien ce que vous avez inventé ici, qui est un lieu de relation, un lieu d'échange, de dialogue, de partage, de refus des guerres de civilisation, résonne fortement dans ce moment-là pour nous, entre France et Algérie. Les peuples sont amis, les peuples sont en lien, et à la fois le travail que fait la société camusienne et ce que tu fais toi-même, Kauter, l'incarne. Les peuples ont une vitalité profonde, les peuples s'entendent, les peuples s'écoutent. Et là, l'irresponsabilité des États, des pouvoirs, nous entraîne au bord d'un gouffre qui fait partie des gouffres actuels. On ne sait pas jusqu'où cela peut nous mener. Donc, si ces rencontres pouvaient lancer un appel à ces irresponsables, au nom de cette fraternité profonde des peuples, où les peuples retrouvent leur complexité, leur nuance, leur diversité, et le peuple algérien est un immense peuple qui a beaucoup à nous dire et à nous apprendre. Pardon. Merci. Merci, pardon. Merci Kauter pour cette intervention. Je suis moi-même algérien et je suis venu spécialement pour les rencontres ici à Menorca, les rencontres camusiennes. Je suis un tout petit peu plus âgé que toi et j'ai connu les fameuses années dont tu parles, et j'en garde, comme tu le dis, un souvenir de joie individuelle également et familiale. Et moi, ce que je voulais savoir, est-ce que j'ai pas le souvenir d'avoir connu des joies collectives, c'est-à-dire des joies extérieures à ce cadre-là qui était particulier de l'intime. Et je voulais savoir, est-ce que toi, tu avais souvenir de joie collective, puisque de mémoire, il y avait aussi, c'était contre le terrorisme également, mais c'était aussi les uns contre les autres. Non, moi, je n'ai pas de souvenir de joie collective. La rue, elle était effrayante de silence. C'est très difficile aujourd'hui de le raconter. Certains endroits du pays étaient un peu plus... Par exemple, Oran, moi, je suis allée vivre à Oran en 98. C'était autre chose. Le soir, la musique. J'ai cru aller dans un autre pays. Mais à Alger même, entre 94 et 98, moi, j'ai un souvenir d'une ville assiégée par le silence et l'inquiétude, quoi, dans les rues. Et non, même, j'allais plus loin, tu sais. Je te tutoie parce que tu es algérien. Et donc,
Je tutoie tous les Algériens. Mais même dans les mariages, moi je me souviens des casse-têtes des mariages. Quand quelqu'un se mariait, à qui se mariait-il? Qui était sa famille? Qui étaient ses frères? Qui étaient ses sœurs? Qui étaient ses parents? Qui étaient ses oncles? À qui est-ce qu'on se liait? Est-ce qu'on devait aller au mariage? Qui allait au mariage? Qui n'y allait pas? À quelle heure on arrivait? À quelle heure on repartait? À qui? Et nos propres mariages. J'ai souvenir d'un mariage d'une tante. Tout a été fait, presque en cachette, dans l'urgence. Ne pas dire à telle personne, mais si on dit à telle personne, parce qu'on ne savait pas juste qui était de quel bord. Et ça, c'est quelque chose qui a empêché toute joie, effectivement. Et tu as raison, il y a une joie individuelle de moment, mais il n'y avait pas de joie collective. Et c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup aujourd'hui, puisque après les années 90, on n'a pas fait un travail de parole là-dessus. On n'a pas parlé de ce qui nous était collectivement arrivé. On n'a pas parlé de ce que ma génération est, c'est-à-dire des gens qui, entre l'âge de 6-7 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, ont vécu avec la peur d'être tués tous les jours, et puis un peu enfermés. Moi, j'ai découvert la vie à la fac, parce qu'avant ça, je ne sortais pas. Mes parents ne voulaient pas mettre un pied dans une bibliothèque ou dans une librairie ou dans un lieu de culture. C'était trop risqué. Je rappelle que Joachim Gros, qui était un Français, qui avait refusé de quitter l'Algérie parce qu'il avait toujours vécu en Algérie, a été abattu en 1994 de mémoire devant la librairie Rudi Douchemolade. C'est comme ça que j'ai écrit Nos richesses. Je voulais travailler sur Joachim Gros, et en travaillant sur Joachim Gros, j'ai trouvé la librairie de Charlot. Voilà, ça s'est fait comme ça à l'époque. Et en fait, il n'y avait pas de place pour la joie. Mais donc, comment on se réapproprie, par exemple, l'espace public en Algérie? Moi, je n'ai compris qu'en arrivant en France en 2009 que je ne considérais l'extérieur comme un lieu de passage. J'allais d'un point A à un point B. Je ne pouvais pas rester dehors. Ça n'existait pas, rester dehors. On ne reste pas dehors. Tu restes dehors, tu te prends une balle. Donc, en fait, j'allais d'un... Et même après les derniers attentats. Et les derniers attentats sont très tard, en fait, parce que le dernier attentat à Alger, il est en 2007. C'est l'attentat à côté de l'ONU. Il est très tard. Moi, mon premier attentat, il est en 94. Le dernier, il est en 2007. Donc, j'ai 13 ans d'attentat. Donc, j'arrive en France en 2009. Jusque-là, je fais attention. Même aujourd'hui, je fais attention. On fera toujours attention. Mais c'est comment on se réapproprie cet espace public qui nous appartient. Et en tant que femme, c'est encore beaucoup plus important et difficile. Et comment on reprend la joie qui, culturellement, en plus, fait vraiment partie de notre ADN. Et je crois que c'est des questions essentielles au bonheur collectif, et que c'est des questions qui doivent se poser comme pour une société. C'est qu'est-ce qu'on fait pour... Et on fait pas mal de choses pour la vie dehors. Les gens sortent le soir, les gens sont réappropriés tous les espaces publics. Mais je crois que la joie ne fait pas partie du discours politique. Que le bonheur et la notion de joie, on se l'empêche parce qu'en fait, on a vécu beaucoup de drames, et donc en fait, on conserve cette idée qu'il y a une espèce d'échelle. Nous, on doit survivre, les autres, ils ont droit à la joie. Je ne crois pas à ça. Je crois que le bonheur, c'est important et qu'on le mérite, parce que sinon, on s'auto-essentialise. Voilà. Bon, en tout cas, merci infiniment à toutes les deux, vraiment, pour... installer en nous vraiment cette joie que je crois qu'on va alimenter grâce à vos mots, bien sûr, mais à ce qui vient aussi après. Vraiment, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Bien.